C'est une histoire insensée, restée secrète pendant plus d'un demi-siècle. À peine maîtrisée, la puissance de l'atome était déjà une arme de destruction totale. C'était la guerre froide. L'Est et l'Ouest s'affrontaient sans merci, accumulant un arsenal de morts colossal. De 1950 à 1968, des centaines de bombes nucléaires ont été transportées partout sur la planète. Elles ont provoqué des dizaines d'accidents, appelés flèches brisées dans le langage codé des militaires. Ils ont conduit l'humanité au bord de l'apocalypse. La censure a posé une chape de plomb sur ces années de braise. Mais les archives militaires se sont ouvertes et les bombes perdues de la guerre froide explosent au grand jour. « 15 février 1950. Le tout nouveau B-36, le plus gros bombardier jamais construit, s'apprête à décoller pour une mission secrète. Une bombe nucléaire de 5 tonnes est chargée à bord. Elle est 2 fois plus dévastatrice que celle de Hiroshima. Surchargé, l'appareil peine à gagner son altitude de croisière. La nuit tombe et le froid s'accentue. Les heures passent. L'appareil survole maintenant le Canada. Harold Barry, le commandant de bord, redouble de précautions. Il ignore que le sort de son équipage se joue à cet instant. Soudain, la glace obstrue les prises d'air de 3 des moteurs qui doivent être coupées. L'appareil ne peut plus rester en l'air et il n'a aucun endroit pour se poser. Le crash est inévitable. « 40 ans plus tard, des documents déclassifiés révèlent son incroyable mission. Un chercheur canadien découvre que le bombardier faisait partie d'un plan de guerre nucléaire total contre l'Union soviétique. Le plan s'appelait Opération Dropshot. Et il prévoyait de lancer d'un seul coup une attaque géante sur l'URSS, pouvant atteindre 200 cibles avec 300 bombes atomiques. L'exécution de ce plan est confiée au général Lemay, un homme à poigne, convaincu qu'une guerre avec l'Union soviétique est inévitable et qu'elle sera nucléaire. Les équipages sont mobilisés jour et nuit. La liste des objectifs prioritaires est constamment mise à jour par les stratèges. En ligne de mire, les grandes villes, les aéroports militaires et les principaux centres industriels ennemis. Les pilotes doivent connaître leur cible par cœur, et les vols d'entraînement s'effectuent dans les conditions les plus proches d'une mission réelle. Celle du commandant Barry et de son équipage est des plus secrètes. Ils devaient d'abord mettre cap au sud, le long de la côte canadienne, puis des États-Unis, pour atteindre leur objectif.
Après 17 heures de vol, ils devaient simuler le largage de leurs bombes au-dessus de San Francisco. Cette ville était l'une des cibles favorites de l'US Air Force, parce qu'elle était censée figurer Leningrad, en Union soviétique. Le plan d'anéantissement conçu par les Américains est à la mesure de la crainte et de l'aversion que leur inspirent ceux qu'ils appellent les Rouges. À l'époque, le drapeau communiste flotte sur toute l'Europe de l'Est. Pour les États-Unis, la mainmise de Moscou sur ces peuples est préoccupante. Et ils craignent que la contagion s'étende. D'autant qu'en 1950, les Soviétiques possèdent eux aussi la bombe atomique. Et le risque d'un conflit nucléaire est bien réel. Tout a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en juillet 1945, à Potsdam, où le président américain Harry Truman retrouve les autres vainqueurs de l'Allemagne nazie. Il entend bien contenir les ambitions du tout-puissant président de l'URSS, le maréchal Joseph Staline, qui compte sur ses 5 millions d'hommes pour assurer la domination du communisme en Europe. Mais pour l'heure, les Alliés doivent régler le sort de l'Allemagne, déchirée entre les deux blocs, et surtout trouver le moyen d'en finir avec la guerre qui s'éternise dans le Pacifique. Dans le bras de fer qui l'oppose à Staline, Truman possède un atout de taille. La veille de la conférence, le premier essai nucléaire américain a été couronné de succès dans le désert du Nouveau-Mexique. Et il a l'intention de recourir à cette nouvelle arme pour contraindre le Japon à la reddition. Le 6 août 1945 à Hiroshima, puis le 9 août à Nagasaki, les États-Unis font la démonstration de leur maîtrise de l'atome et de leur détermination à l'utiliser. Le monde découvre avec effroi le visage de l'apocalypse. Les dévastations causées par la bombe, la radioactivité impitoyable, font l'effet d'un châtiment divin. Et les rares médecins présents sont impuissants à soigner les blessés. Harry Truman réalisant qu'il avait tué de 200 000 à 300 000 personnes, répétait par la suite « La décision de lancer la bombe ne m'a jamais empêché de dormir ». Pour moi, le fait qu'il dise ça si souvent suggère que ce n'était peut-être pas vrai. Je pense qu'il avait compris que cette arme était différente, qu'elle pouvait anéantir des hommes de manière arbitraire sur de vastes étendues. C'est pourquoi Truman initia la procédure selon laquelle le président américain lui-même exercerait désormais le contrôle sur l'arme atomique. Le 1er août 1946, la loi sur l'énergie atomique officialise cette nouvelle organisation. C'était très important, parce qu'il a créé la commission à l'énergie atomique pour que les bombes ne soient pas sous le contrôle des militaires, mais des civils. La commission de l'énergie atomique, qui possédait le savoir-faire pour concevoir les bombes, fut chargée de les fabriquer, mais aussi d'en assurer physiquement la garde. Et c'est uniquement sur ordre du président, en cas de crise, ou si le pays entrait en guerre, que le transfert de responsabilité aux militaires pouvait s'effectuer. Mais au lendemain de la guerre, ces bombes censées protéger l'Amérique et le monde libre n'existent pas. Ou plutôt, ce ne sont encore que des prototypes extrêmement complexes à mettre en œuvre. Il fallait une équipe de 36 personnes et au moins 2 semaines pour en assembler une. Pour conserver son avance technologique sur son implacable ennemi,
l'Amérique mobilise ses ingénieurs afin de concevoir des bombes plus sûres, faciles à produire et à utiliser. Développer ces armes a été très coûteux, surtout parce qu'on a fait venir des spécialistes du monde entier pour les concevoir et les mettre en œuvre. Et cela s'est fait dans l'urgence. La bombe Mark IV fut la première à être produite en série. Elle pesait 5 tonnes, mesurait 1,50 m de diamètre et 3 mètres de long. Dès 1949, près de 300 armes sont prêtes à l'emploi. Sur ces nouveaux engins, la charge nucléaire est stockée à part et placée sous bonne garde. Ce n'est qu'en cas d'alerte que le cœur est inséré dans la bombe qui est alors armée. Ce protocole est un gage de sécurité et aussi un moyen de contrôle efficace. Mais soudain, Staline vient troubler le cavalier seul de l'Amérique. Le 29 août 1949, 4 ans après les États-Unis, l'Union soviétique procède à son premier essai nucléaire. On pensait que les Russes mettraient au moins 10 ans pour posséder la bombe atomique. Ça nous a surpris. À Washington, la nouvelle est reçue comme un camouflet. Le général LeMay profite de l'émoi suscité pour obtenir de Truman que des bombes atomiques soient placées à bord de ses bombardiers. Et c'est ainsi que le 15 février 1950, une arme nucléaire est embarquée dans la soute du B-36 du commandant Barry pour exécuter sa mission secrète. Quelques heures plus tard, au-dessus des montagnes de Colombie-Britannique, l'impensable se produit. 3 moteurs tombent successivement en panne. L'avion perd de l'altitude. Il va s'écraser. Le commandant reçoit alors un ordre d'une gravité exceptionnelle. Avant d'évacuer l'appareil, les hommes larguent la bombe atomique au-dessus de l'océan. L'engin est programmé pour exploser au-dessus de la surface de l'eau, ce qu'il fait, comme en témoignent l'équipage et les rapports. Ces documents révèlent que pour cette mission d'entraînement, la bombe ne possédait pas de charge nucléaire. Malgré les moteurs en panne, le commandant Barry parvient dans un ultime effort à revenir au-dessus de la terre ferme et donne le signal d'évacuation. 1 minute plus tard, l'avion disparaît des écrans radars. 5 hommes perdent la vie dans l'accident. 12 autres atterrissent sur l'île Princess Royal, au nord de Vancouver, au Canada. Dans l'espoir de les récupérer, 30 navires et 40 avions sont mobilisés. Pour les naufragés de l'hiver arctique, ce sauvetage in extremis est un miracle. Et l'Amérique se réjouit de cet heureux dénouement. Pendant ce temps, le général LeMay fulmine. Il a perdu des hommes, un avion, mais surtout, il va devoir rendre des comptes sur la bombe perdue à la Commission de l'énergie atomique. Il décide alors de ne rien dire, si bien que les journaux relatent le sauvetage des rescapés, mais ignorent tout de la cargaison de l'avion. Lorsque la Commission de l'énergie atomique apprend par les journaux qu'un bombardier a disparu en Colombie-Britannique, il téléphone à l'US Air Force et demande « S'agit-il de l'appareil qui transportait notre bombe ?» Au début, les militaires ne voulurent pas répondre.
Cela a duré plusieurs jours, ce qui a contrarié fortement la commission, mais aussi les sénateurs qui veillaient sur cette arme très précieuse et très secrète. En fait, les militaires ont étouffé l'affaire pendant des années. Surtout à cause du secret qui entourait l'arme atomique. Mais aussi parce que l'accident s'était produit en territoire étranger, au Canada. Persuadé que l'appareil s'est abîmé en mer, l'armée abandonne les recherches au bout de quelques semaines. Mais l'histoire du B-36 n'est pas terminée. 4 ans plus tard, en 1954, les forces aériennes canadiennes annoncent qu'elles ont retrouvé le B-36 dans une zone isolée de leur territoire. L'US Air Force multiplie les tentatives pour atteindre l'épave à tout prix. Un commando secret y parvient au bout d'un an d'efforts. Aucun document déclassifié n'explique cet incroyable acharnement. Un demi-siècle plus tard, en 2003, une équipe canadienne dirigée par John Clearwater parvient enfin à se rendre sur place. Et là, stupéfaction, la carcasse du bombardier a été littéralement pulvérisée. Les chercheurs découvrent des caisses d'explosifs. Ils comprennent que l'appareil a été méthodiquement dynamité et que ce travail très professionnel ne peut être que l'œuvre du commando. Cette mission consistait à détruire un bombardier très secret pour éviter qu'il ne tombe entre les mains d'espions soviétiques qui auraient décidé d'escalader la montagne et d'effacer toute trace d'équipements secrets, des moteurs et de tout ce qui faisait que la technologie de cet appareil était alors la plus avancée au monde. Sans la détermination de John Clearwater, le premier accident nucléaire, la première flèche brisée de l'histoire, serait resté ignoré du public. En 1950, le général Lemay estime que la bombe perdue doit rester un secret d'État. Il ne faut montrer aucune faiblesse face aux Soviétiques qui viennent juste d'accéder à l'arme nucléaire eux aussi. Les États-Unis ont peur, d'autant que les communistes gagnent du terrain. Un an plus tôt, Mao Zedong a proclamé la République populaire de Chine. Il a imposé le collectivisme et le parti unique. « 70% de l'Asie est désormais sous domination communiste. » La victoire de Mao donne des ailes aux guérillas en Indonésie, aux Philippines et surtout en Indochine française où les combats font rage depuis déjà 3 ans. Mais c'est en Corée, divisée en deux à la fin du conflit mondial, que l'affrontement direct entre les deux camps va soudain éclater. À l'aube du 24 juin 1950, le dirigeant communiste nord-coréen Kim Il-sung envahit la Corée du Sud. L'armée sud-coréenne est en déroute et la population fuit. Le général MacArthur, à la tête d'une coalition internationale de 200 000 hommes formée dans le cadre de l'ONU, débarque en Corée. Il parvient à repousser les Rouges jusqu'à la frontière chinoise. Mais la victoire est de courte durée. Menacée, la Chine organise une contre-offensive et contraint la coalition à se replier. MacArthur veut reconquérir la Corée du Nord en utilisant des bombes nucléaires. Truman refuse. I believe that we must try to limit the war to Korea
and to prevent a third world war. A number of events have made it evident that General MacArthur did not agree with that policy. I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. Une zone démilitarisée est créée le long de la frontière et les deux camps vont se faire face pour longtemps. Truman, le seul homme à avoir eu recours à l'arme nucléaire, n'a pas voulu renouveler l'expérience. Dans une période de tension extrême, il a tenu tête aux militaires et évité l'escalade. Dwight Eisenhower, son successeur, va changer la donne. L'ex-commandant en chef des forces alliées en Europe a la confiance de l'armée. Et en matière de défense, ses arguments vont trouver un écho. Le président Eisenhower, célèbre général 5 étoiles, avec un long passé d'officier derrière lui, était enclin à voir les choses avec les yeux d'un militaire, ce qui n'était pas vraiment le cas des présidents civils qui l'ont précédé. Eisenhower a tiré les leçons de la guerre de Corée. Il ne faut plus céder un pouce de terrain aux communistes. Reste à convaincre le Congrès de voter une augmentation du budget militaire. To continue, over the years just ahead, to maintain the Strategic Air Command in the state of maximum safety, strength, and alert, as new kinds of threats develop, will entail additional costs. Pour conserver leur avance, les Américains accélèrent leur programme nucléaire militaire. En novembre 1952, le premier prototype de bombe H, 100 fois plus puissante que la bombe A employée jusqu'alors, a été secrètement testé dans le Pacifique. L'énergie de ce monstre de 60 tonnes et de 7 mètres de haut est estimée à 100 fois celle déployée à Hiroshima. La mort de Staline le 5 mars 1953 ne ralentit pas les efforts des scientifiques soviétiques pour rattraper leur retard. Et 5 mois plus tard, dans le désert du Kazakhstan, la première bombe H soviétique explose. Cette riposte quasi instantanée provoque une véritable psychose aux États-Unis. Les exercices d'alerte pour se préparer au pire se multiplient. The Applejack alert. Enemy bombers, in theory, are approaching the world's greatest city. While the sirens wail their grim warning, hundreds of thousands of New Yorkers scurry for shelter against the attack. For a day, all Americans pray will never come. L'espace d'un instant, le spectre de l'Holocauste nucléaire hante les rues désertées. Dès lors, les missions d'entraînement s'enchaînent. Des milliers de pilotes et techniciens sont formés et les bombes nucléaires sont transportées par centaines à travers tout le pays. Au même moment, Nikita Khrouchtchev, alors quasiment inconnu en Occident, devient premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Le président Eisenhower s'inquiète plus que jamais des intentions de son adversaire, et notamment en Europe. 10 ans après la fin de la guerre, le sort de Berlin n'est toujours pas réglé. Depuis 1949, l'Allemagne est coupée en deux, et Berlin reste occupé par les Américains et leurs alliés. Khrouchtchev qualifie Berlin-Ouest de tumeur cancéreuse au milieu de l'Europe de l'Est. Il va bientôt exiger le départ des Occidentaux. Les deux blocs sont au bord de l'affrontement.
En 1957, au premier sommet de l'OTAN, 11 pays d'Europe occidentale confirment leur alliance avec les États-Unis, qui sont à leurs yeux le seul rempart contre l'expansionnisme soviétique. L'Amérique déploie alors des bombes en Europe. Et c'est précisément au cours de l'un de ces transferts qu'un incroyable accident se produit. Le 11 mars 1958, une escadrille de B-47 s'apprête à décoller pour l'Europe. Sur ce nouveau bombardier, les réacteurs ont remplacé les hélices, ce qui lui assure une vitesse proche de 1000 km/h. 3 hommes suffisent pour le piloter. Les équipes ne disposent que d'1 heure pour placer dans chacun des appareils une bombe nucléaire Mark VI de 3,5 tonnes. Le sergent Gary Coe était responsable de leur chargement. J'étais un sergent de 22-23 ans. Nous vivions sous une pression énorme, car notre temps était compté pour préparer les avions pour la mission. C'était pour de vrai. Ce n'était pas de l'entraînement. On faisait ça tous les mois, avec 4, 6, 8 avions qui effectuaient des rotations permanentes vers l'Europe. On était en guerre. Même si c'était la guerre froide, il fallait dissuader les Russes d'attaquer. Khrouchtchev disait qu'il allait nous enterrer. Et nous devions nous assurer qu'il ne le fasse pas. Les 3 membres d'équipage en route pour l'Angleterre connaissent parfaitement leur avion. L'appareil, très chargé, décolle sans problème. Mais à l'altitude de 5000 pieds, un voyant d'alerte signale un problème avec la goupille qui maintient la bombe en place. Le pilote demande à l'armurier d'aller dans la soute pour vérifier la goupille. C'est en s'acquittant de sa tâche qu'il perd l'équilibre et se rattrape au câble de largage d'urgence qui retient la bombe. Elle se décroche et tombe sur les portes de la soute. L'espace d'1 seconde ou 2, les portes tiennent bon, puis elles cèdent. L'armurier parvient à se cramponner à quelque chose et il peut regagner le cockpit. Il a eu de la chance. Il a bien failli partir avec la bombe. L'équipage, effondré, signale le largage de la bombe et son explosion. Angoisse. A-t-elle fait des victimes? Au commandement aérien stratégique, l'alerte accident nucléaire est aussitôt déclenchée. La bombe a explosé à la périphérie du village de Mars Bluff, en Caroline du Sud. La population s'affole, les autorités locales se précipitent. Les 2,5 tonnes d'explosifs que renfermait l'engin ont ouvert un cratère de 10 mètres de profondeur. Cet événement unique dans l'histoire va profondément marquer la petite communauté rurale. 60 ans plus tard, ce fragment de la bombe tombée sur Mars Bluff est toujours l'une des attractions phares du musée de Florence, la ville voisine. Des centaines de documents ont été réunis au fil des années par le conservateur Stephen Mott, qui se passionne pour cet accident hors norme. Au début, il y a eu beaucoup de confusion. Lorsque la bombe a explosé, les gens ne savaient pas ce qui s'était passé. Quand cette histoire a été publiée, que les gens ont appris qu'il s'agissait d'une bombe, ils ont eu peur de la contamination radioactive. Des mesures sont faites pour prouver l'absence de radioactivité.
Mais l'armée veille à récupérer jusqu'au moindre fragment de l'énorme munition classée ultra secret. Une commission d'enquête auditionne l'équipage de l'avion. Un document déclassifié révèle qu'aucune charge n'a été retenue contre eux. Mais cet accident survenu au cœur d'un village est impossible à cacher. Sous la pression des journalistes, l'armée qui a bouclé le site est contrainte d'en permettre l'accès et les reporters d'images se précipitent. An atomic bomb breaks loose from a mounting shackle in a B-47 jet over Florence, South Carolina, plummets to Earth, causing a sensational freak accident. There was near disaster for those within range of the TNT, that is the bomb's trigger. 6 were injured. The home of Walter Gregg was turned into a shambles. Cette fois encore, heureusement, la bombe ne contenait pas de charge nucléaire. Mais la quantité d'explosifs était énorme. La famille Gregg a vécu une douloureuse épreuve. Hélène était âgée de 6 ans. On était allés à l'église. C'était un dimanche, et ma sœur et moi, on jouait dans le jardin. Et soudain, le sol s'est mis à trembler. Des trucs nous sont tombés dessus. On s'est jetés par terre en nous couvrant la tête. Je n'avais rien. Ma sœur et mon frère non plus. Nous étions en état de choc, mais indemnes. Mon père a été blessé, une cousine aussi, mais c'est ma mère qui était le plus gravement touchée. Elle a été conduite à l'hôpital. Nous avions une chatte qui, heureusement, s'était réfugiée dans le bas du réfrigérateur. Alors, elle n'a rien reçu sur la tête. La famille Gregg est invitée à un jeu télévisé populaire où des personnalités doivent deviner ce qui leur est arrivé. Did it happen here in New York? No. You're from the South, aren't you? Yes. Yes. Did it happen back home? At home. At home, did it happen in your house? Partially. 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 This is the family from Florence, South Carolina, who miraculously escaped injury when their house was hit by an atom bomb on March 11th. What is your viewpoint toward that, sir? Do you feel resentment? Are you angry about it? No. I think bombs are a good thing to have, just use them in proper places. Vedette d'un jour, Walter Gregg et sa famille vivent en fait un cauchemar. Nous avions tout perdu. Tout ce qui nous restait, c'était les vêtements que nous portions. Les experts militaires vont discuter âprement le remboursement des dégâts. La famille Gregg s'attendait à une indemnité équitable. Elle espérait plus de compassion de la part de l'US Air Force. Je pense que Walter Gregg s'est senti trahi au fil du temps, parce qu'il était membre de l'US Air Force. C'était un vétéran. 50 ans plus tard, l'endroit où la bombe est tombée se visite. De retour sur les lieux de son enfance, Hélène Gregg se souvient. La maison familiale n'existe plus. Autour du cratère qui se comble lentement, la forêt a repris ses droits. Mais si la bombe avait été armée, elle aurait rayé de la carte un village et contaminé toute la Caroline du Sud. À l'époque, l'accident de Mars Bluff est traité comme un fait divers. L'Amérique de la fin des années 50 ne s'en émeut guère. Elle conserve toute sa confiance dans ses forces armées. Mais en Angleterre, pays de destination de la bombe de Mars Bluff, les bombardiers américains font peur.
Des centaines de manifestants protestent contre les essais atomiques et le transfert des bombes américaines sur le sol britannique. Une prise de conscience est en train de naître. Et ces marcheurs de la paix ont de bonnes raisons d'être inquiets. Le stock nucléaire américain décuple en quelques années pour atteindre 18 600 armes en 1960, 10 fois plus que l'URSS. Le 4 octobre 1957, une boule de métal hérissée d'antennes avait fait la une de l'actualité. Le lancement de Sputnik, le tout premier satellite, a provoqué un coup de tonnerre aux États-Unis. Les Russes étaient capables de mettre un missile en orbite. Et c'était bien au-delà de ce que les Américains pouvaient faire à la même époque. Si l'URSS peut lancer un satellite, elle peut envoyer un missile nucléaire intercontinental. Pour la première fois, l'Amérique n'est plus un sanctuaire inviolable. Khrouchtchev défie les États-Unis. Pour l'armée américaine, de plus en plus inquiète, il est vital de connaître avec exactitude l'état des forces de son adversaire. Le 1er mai 1960, un avion espion américain qui photographiait des objectifs militaires est abattu en territoire soviétique. Les États-Unis nient farouchement. Khrouchtchev, qui a toutes les preuves, accuse Eisenhower de mensonge. Mais le commandement aérien stratégique poursuit son irrésistible ascension. Son budget dépasse celui de la Standard Oil, la plus grosse entreprise au monde à l'époque. Dans le Nebraska, un nouveau centre de commandement souterrain a été édifié, d'où l'on peut suivre en direct l'évolution de quelques 2500 avions de combat. Le commandement s'équipe d'un nouvel avion, le B-52, un bombardier dont l'autonomie de plus de 14 000 km lui ouvre la totalité du territoire soviétique. Désormais, le général Thomas Power remplace le général LeMay, qui est nommé à la tête de l'US Air Force. Aussi impitoyable et déterminé que son prédécesseur, Power exige toujours plus de ses équipages. Son obsession, réduire à tout prix le temps de riposte à une attaque. Sa première urgence, supprimer le délai d'armement des bombes. Jusqu'alors, la charge nucléaire était séparée et insérée au dernier moment. Ce système était cohérent jusqu'à ce que les Soviétiques développent leurs missiles, ce qui a réduit le délai d'alerte à quelques minutes, avec le risque de ne pas avoir le temps de transférer la charge nucléaire, de l'assembler sur place et de décoller. Il a fallu changer de système pour avoir des armes totalement assemblées et prêtes à l'emploi. Les ingénieurs trouvent la solution. Ils scellent le cœur nucléaire dans la bombe à l'usine. Le délai d'armement est réduit à 0. L'arme est prête. L'avion doit l'être aussi. Power exige qu'un tiers des bombardiers soit capable de décoller en moins de 15 minutes. Mais ce n'est pas encore assez. Il maintient en vol un nombre gardé secret de bombardiers armés. Les Américains l'ignorent, mais ils ont désormais en permanence des bombes nucléaires au-dessus de leur tête. Et c'est ainsi que le 24 janvier 1961, un B-52 s'envole pour une mission de 23 heures. Dans sa soute,
2 bombes au pouvoir de destruction 250 fois supérieur à celle de Hiroshima. Et ce n'est plus un exercice. Chaque décollage peut aboutir à une frappe nucléaire sur l'Union soviétique. J'habitais cette maison blanche là-bas. Et j'ai entendu cet abominable bruit. Je rentrais juste du travail. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu comme une boule de feu. J'ai entendu ma mère prier et j'ai sauté de mon lit. Mon père était en train de s'habiller et j'ai vu l'avion, il tournoyait en l'air. Les arbres étaient en feu de ce côté-là. 45 minutes après que l'avion se soit écrasé, l'US Air Force était là. Un hélicoptère de Seymour Johnson est arrivé avec un énorme projecteur. Et ça hurlait « Évacuez, évacuez, évacuez !» Et c'est ce qu'on a fait. Cette histoire, restée secrète, a pu être reconstituée par un officier du commandement aérien stratégique, Joel Dobson, au prix de plus de 10 années de recherche parmi des milliers de documents déclassifiés. C'est un des rares accidents pour lesquels toutes les preuves ont complètement disparu. J'ai commencé à enquêter auprès de ceux qui ont été impliqués dans l'accident. Étonnamment, on leur a donné l'ordre, même s'ils vivaient dans cette région depuis 50 ans, de ne jamais en parler. C'était vraiment hautement confidentiel. Le matin du 23 janvier 1961, un avion piloté par le major Scott Tulloch a décollé de Goldsboro, en Caroline du Nord, pour un exercice. Une alerte en vol réel. La mission se déroule normalement quand soudain le copilote signale une fuite de carburant à l'aile droite. C'est une déchirure qui s'élargit à vue d'œil. Un atterrissage d'urgence est demandé à la base de Goldsboro. J'étais démineur. J'avais 24 ans. J'étais de garde le 24 janvier 1961 quand j'ai reçu un appel vers minuit de la tour de contrôle qui me disait qu'un bombardier P-52 avait un problème. Une fuite de carburant du côté de la soute à bombe. J'ai attrapé mes vêtements et j'ai foncé jusqu'à la base. C'était une froide, très froide nuit de janvier. L'avion perd 19 tonnes de carburant presque instantanément. Ça devait être une déchirure très importante quelque part dans l'aile. On l'appelait aile-citerne, parce qu'il y avait un réservoir à l'intérieur. La situation devient critique. Le commandant Tulloch comprend qu'il a une chance infime de pouvoir se poser. Un énorme craquement ébranle l'appareil. L'avion se désintègre en l'air. L'aile se brise. La queue est arrachée. Le nez pointait vers le bas, mais il tournait sur lui-même. 5 membres d'équipage s'éjectent. Un 6e saute en parachute. 2 restent prisonniers de l'appareil. Il est minuit 35 lorsque l'avion s'écrase dans un champ près de Goldsboro. 3 hommes ne survivront pas à la catastrophe. Voici une photo prise quand ils ont retiré de l'épave le corps du major Shelton. Moi, j'étais jeune. J'avais jamais senti l'odeur de la chair brûlée. C'était absolument horrible. Un hélicoptère part à la recherche des 2 bombes. Une surprise de taille l'attend. On a allumé le projecteur de l'hélico et on a vu la première bombe avec son parachute. Fichée dans le sol, elle trône comme un gigantesque totem. J'avais toujours des outils sur moi dans une petite trousse.
J'ai gratté un peu et j'ai pu ouvrir la trappe de visite. Et j'ai vu que la sécurité était en place. Donc, on n'avait pas trop à s'en soucier pour le moment. Malgré un quadrillage serré du secteur par l'US Air Force, la seconde bombe reste introuvable. Joel Dobson tombe sur le nom d'un personnage qui a joué un rôle clé ce jour-là. C'est grâce à ce document que j'ai découvert le nom du lieutenant Jack Revell. Il commandait l'équipe de neutralisation des munitions explosives à la base aérienne de Wright-Patterson dans l'Ohio. Pendant 50 ans, cet homme a été tenu par le secret militaire et n'a pas été autorisé à parler. Aujourd'hui, il veut raconter son aventure rocambolesque. Il était tôt dans la matinée, 5h, 5h30 du matin, le 24 janvier 1961. Alors que j'étais profondément endormi, j'ai reçu un appel de mon chef. Au lieu d'utiliser les mots de code que nous avions répétés, il m'a dit « Jack, j'en ai un vrai pour toi ». Jack Revell saute dans un jet. Quelques heures plus tard, il est sur le site du crash. Une rapide enquête lui permet de reconstituer le drame et d'orienter les recherches. La seconde bombe est sous terre. Le parachute ne s'est pas déployé, ce qui fait que lorsque la bombe a pénétré dans le sol à la vitesse du son, la friction était telle que son enveloppe s'est épluchée et que les composants se sont répandus tandis qu'elle s'enfonçait dans le sol. Soudain, à 6 mètres de profondeur, la partie supérieure de la bombe disloquée laisse apparaître la charge nucléaire. Du fond du trou, le démineur Earl Smith interpelle Jack Revell. Lieutenant, nous avons trouvé la commande d'armement. Alors je dis génial. Et il répond non, pas génial, elle est armée. Tout est devenu très silencieux. On était inquiets. Et si cette chose explosait? Earl Smith essaye de trouver la partie la plus dangereuse de la bombe, le cœur nucléaire. Je descends au fond du trou, je fouille dans la boue, j'arrive à sentir les différentes parties de la bombe et je trouve le cœur. Finalement, je le fais passer entre mes jambes et je le tends à quelqu'un, peut-être le lieutenant Jack Revell, je ne sais plus. Je me penche et je saisis cette sphère nucléaire d'environ 9 kilos. Je la tiens contre ma poitrine, comme ça. Et je marche jusqu'à l'échelle en bois, et je commence à grimper, et je remonte tout doucement les 5,5 mètres jusqu'à la surface. Mission accomplie. Pour toute l'équipe, le soulagement est immense. Si l'une des bombes, ou encore pire, les deux bombes, avaient détonné, vous auriez eu une explosion de 3,8 mégatonnes. C'est-à-dire 3,8 millions de tonnes d'équivalent TNT. Et vous auriez eu un trou et 100% des gens auraient été tués dans un rayon de 100 km. Plus rien. Juste un grand trou dans le sol. Nous aurions probablement eu un golfe de Caroline du Nord. Cela aurait complètement modifié le profil de la côte est des États-Unis. L'apocalypse n'a pas eu lieu. Mais la partie inférieure de la bombe, qui contient elle aussi des éléments hautement radioactifs, reste enfouie à plus de 60 mètres de profondeur. La fouille continue. Mais au terme de 4 mois d'efforts, l'US Air Force jette l'éponge. Il y a aussi un autre document, largement raturé, comme vous pouvez le voir. Cette phrase est intéressante. Dans tous les cas, le laboratoire scientifique de Los Alamos conseille de faire quelques analyses d'eau, de combler le trou et de l'oublier. Sous ce terrain, une partie de la charge nucléaire de la plus puissante bombe de l'arsenal américain de l'époque dort toujours. Elle renfermerait plusieurs kilos de plutonium-239, l'une des substances les plus toxiques au monde.
Mais à l'époque, l'accident de Goldsboro n'ébranle pas l'Amérique. Les missions des B-52 se poursuivent sans faiblir, jour après jour. Le 20 janvier 1961, un jeune président américain prend ses fonctions. John Fitzgerald Kennedy va faire face à des crises majeures. À Berlin, le mur qui se construit est un rideau de fer bien réel, dressé entre deux mondes. Les États-Unis déploient un arsenal nucléaire en Europe qui menace directement l'Union soviétique. Khrouchtchev riposte en installant des missiles à Cuba, à moins de 200 km de la Floride. Ces crises entraînent le déploiement de nouvelles armes, plus dévastatrices encore. Et de nouveaux accidents d'une ampleur inégalée se produisent. Au sud de l'Espagne, un paisible village est contaminé à jamais. Et sur la banquise du Groenland, un B-52 s'écrase avec à son bord 4 bombes nucléaires. L'arsenal de morts capable d'anéantir plusieurs fois la planète continue de croître inexorablement. La guerre froide mène l'humanité à la catastrophe. Mais pour l'heure, les Américains préfèrent l'ignorer.